Bon, toujours est-il que j'avais choisi le foot, ou que le foot m'avait choisi, je ne sais plus trop, et que j'allais tout faire, pour atteindre mes rêves. Est-ce que tu sais twerker? Non. Est-ce que tu sais twerker? Non. Bonjour et bienvenue dans À défaut de twerker, le hors-série qui s'intéresse aux aspects historiques, sociologiques et politiques du foot féminin. À défaut de savoir twerker, mes invités savent jouer au foot et en parler. Mais avant d'écouter l'interview, je vous propose un petit point actu. La Coupe du Monde, les dernières infos. Les Américaines sur la route d'un 5e sacre, elles ont battu les Anglaises 2-1 et disputeront la finale pour laquelle elles sont archi-favorites. La capitaine Morgane Rapinoe était sur le banc, blessée aux ischio-jambiers. Elle a quand même promis d'aller se baigner nue dans une fontaine à Lyon si jamais les États-Unis gagnaient cette Coupe du Monde. Elle a été suppléée sur le terrain par Alex Morgan, l'ancienne joueuse de l'OL devenue co-meilleure buteuse du mondial le jour de son anniversaire. Lyon qui est devenu pendant quelques jours le 51e État américain vu la vague de supporters et de supportrices qui ont débarqué dans le Rhône. Près de 20 000 fans de l'équipe de soccer s'y sont donné rendez-vous pour assister à la demi-finale. Et les Lyonnais n'étaient visiblement pas rancuniers vis-à-vis de celles qui ont éliminé l'équipe de France. Restaurateurs et hôteliers ont fait de très très beaux chiffres d'affaires car les touristes américains n'ont pas regardé la dépense pour profiter du séjour et de la victoire de leurs Stars and Stripes. La plupart de ces supporters et supportrices connaissaient déjà bien Lyon, en tout cas savaient placer la ville sur la carte de France, puisque Alex Morgan y a passé quelques mois il y a 2 ans. Cette demi-finale est aussi un record en termes d'audience pour un match sans la France. Un peu plus de 6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ont suivi la rencontre sur TF1 et Canal+. Ça représente un peu plus de 30% de part d'audience. Le record sur tout le mondial reste le match France-Brésil du dimanche 23 juin avec plus de 10 millions de personnes devant leur télé. Record aussi dans le stade, 53 072 personnes se sont pressées au Stade des Lumières à Lyon, le maximum en France pour un match de foot disputé par des femmes. Et puis décidément, ce mondial 2019 fait tomber plusieurs records. Le plus grand match de foot a été disputé à Lyon, en marge du mondial. 3000 joueuses et joueurs se sont relayés pendant 5 jours. Le précédent record, c'était 2357 joueurs sur le terrain au Chili. Le match a été organisé par Equal Playing Fields qui milite pour l'égalité des sexes dans le sport. Une première peut-être en Espagne. L'arbitre Guadalupe Porras Ayuso exercera la saison prochaine en Liga, la première division du championnat masculin. Elle pourrait devenir la première femme à arbitrer une rencontre masculine de Liga. Une autre arbitre, Marissa Villa, avait déjà obtenu la montée en première division, mais elle n'avait pas pu exercer faute d'avoir franchi les tests physiques. Ras-le-bol d'entendre le sempiternel jouer au foot et rester femme. L'ancienne joueuse Melissa Plaza signe une tribune pour demander qu'on admire les joueuses pour leurs performances sportives et rien d'autre. Elle écrit pour les footballeuses: cette féminité ostensible est un laissez-passer dans ce monde très masculin, une sorte de droit d'entrée qui ne garantit pas pour autant la pérennité. On y est invité à condition de rester femme. Il faut être puissante, sportive, sèche et à la fois tendre vers les stéréotypes de l'idéal féminin, mince et pulpeuse en même temps. Un savant mélange dont nous n'avons toujours pas trouvé la recette, s'agace Melissa Plaza. Elle décrit des scènes absurdes dans les vestiaires avec les joueuses qui se lissent les cheveux avant un match alors qu'on annonce un taux d'humidité de 80% dehors. Et ce n'est pas sans conséquences. Stress, anxiété, haine de soi vont de pair avec ce que les chercheuses américaines ont nommé gender role conflict. Alors stop aux commentaires pour érotiser les joueuses. Vous pourrez alors considérer leur pratique non pas comme du football féminin, mais comme du football, conclut Melissa Plaza. D'abord, désolé pour le dernier épisode, mais étant à la Pride dès le samedi midi, il m'aurait été impossible de travailler sur des réactions à chaud. Pour ce fameux match France-USA, j'étais à la fan zone des Halles et j'étais enjaillée comme Jaja. J'ai halluciné sur le monde qu'il y avait et ça m'a foutu du baume au cœur. On avait dit 2019, année du sport de meuf, non ? L'ambiance était folle, même si les supporters américains et les supportrices américaines étaient nombreux et qui, elles, nous foutaient la rage. Il y a même un guignol à la fin qui criait « Allez les bleus !» avec son drapeau étoilé. J'étais verte. Mais bon, elles ont du mérite aussi, les américaines. Et puis, je fais un chapeau bas à Rapinoe, qui fonce dans le tas en assumant pleinement son homosexualité, en envoyant chier la Maison Blanche et en refusant de chanter l'hymne. Elle avait même décidé à un moment de se mettre à genoux au moment de l'hymne, à l'instar du quarterback Colin Kaepernick, en réaction aux violences policières et au racisme d'État. Bref, bravo les États-Unis. Et bravo les Bleus.
Vous auriez mérité d'aller en demi aussi, avec des passes plus précises, à raison de 78% contre 64% pour les États-Unis, avec un taux de possession de balles de 61%. Mais malheureusement, malgré les nombreuses occasions, un seul but est rentré. Dans 4 ans, on aura de meilleures buteuses et on va tout tuer. Hier soir, pour le match Angleterre-États-Unis, j'étais chez mes parents. Rien de fifou, j'étais pas là en première période puisque nous sommes allés à un cours de kickboxing avec ma mère. Ma mère a 64 ans et elle fait du kickboxing, c'est une pure badass. J'étais un peu triste parce que c'était le match que je voulais voir. J'étais à fond derrière les Anglaises. Du coup, j'ai pas vraiment enregistré le match, qui était assez calme. En revanche, j'ai réalisé une petite interview à la fin avec mes parents. Du coup, j'ai mytho, sorry. J'enregistre encore un Maxis, mon père. Pour ou contre le VAR ? Moi, je suis ni pour ni contre. Hein. Je suis normand. Non, mais là, manifestement, ce soir, le VAR, c'était contre le jeu, en tous les cas. Faut pas que tu bouges. Il y avait un petit hors-jeu, peut-être, mais il était tellement minime par rapport à l'action de jeu que sans le VAR, il y aurait eu le but. Ensuite, il y a le penalty. De toute façon, avec ou sans le VAR, elle devait siffler penalty. Bon, voilà, donc le VAR ne sert à rien. Ah, donc pour ou contre, t'es pas ni pour ni contre finalement. Je suis ni pour ni contre, mais je pense qu'il sert à rien. Bah non, t'es contre. Ça, c'est bien. Il sert à rien si t'es contre lui. Bah non, après tu peux trouver qu'il y a des trucs qui servent à rien, mais t'es pas contre, tu vois, genre, je sais pas moi, les chats. Mais pourquoi justement vous considérez que les Américaines, elles ont été avantagées ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça, dire ça ? Elles ont été favorisées par les arbitres parce que pour une même action de main dans une surface de réparation, la première fois contre l'Espagne, la main a été sifflée en faveur des États-Unis. Et cette même main qui était de la part d'une Américaine dans la surface de réparation contre la France n'a pas été sifflée alors qu'elle aurait dû être sifflée pour que la France ait un pénalty. Voilà, moi ce que j'en pense en tout cas. Est-ce que vous trouvez que... Franchement, j'ai envie de bitcher sur les Américaines, on dirait ce soir. Est-ce que vous trouvez pas que les Américaines, elles ont pas tendance un peu à surjouer quand elles se blessent ? Oui, non. C'est sûr qu'elles se la jouent aux Américaines du Sud ou aux Américains du Sud, Argentins, Brésiliens. On en rajoute, ou aux Européens tels les Italiens, où on en rajoute énormément quand on tombe ou quand on se fait un peu bousculer. Donc, ce qui a provoqué, encore là aussi, le deuxième carton jaune pour l'Anglaise qui a dû avoir un carton rouge et être expulsée. Et ça, c'est quand même aussi leur technique, je crois, au niveau du jeu. Même contre les Françaises, on a bien vu que chaque fois qu'elles étaient un petit peu poussées, elles en rajoutaient énormément, quoi. C'est pas Neymar, mais presque. Alors moi je voulais dire que c'est pas elles avec un S, parce qu'elles sont pas toutes dans ce cas-là. Moi je mets pas toutes les Américaines dans ce même panier. C'est surtout Morgane qui voilà, c'est cette joueuse-là qui fait relativement du cinéma par rapport à ce qu'on disait des filles justement qui n'étaient pas dans cet esprit-là. Vous pensez que l'arbitrage est différent en fonction que le jeu soit du foot côté féminin ou du foot côté masculin ? Oui, moi ce que je trouvais, c'est que les arbitres femmes étaient plus sévères sur des actions de jeu, qu'elles arrêtent. Et on n'a pas l'impression, moi j'ai pas l'impression que ça se passerait chez les équipes masculines. Donc finalement, les arbitres féminines, elles sont plus justes dans leur manière d'arbitrer. Même si du coup ça paraît plus sévère, c'est plus juste. Oui, c'est vrai que les arbitres féminins, dans un match féminin, laissent passer moins de choses. Elles mettent plus facilement un carton jaune par rapport à des petites fautes qui passent complètement inaperçues chez les hommes. Maintenant, est-ce que
Il y a eu qu'un match, je crois, qui a été pour l'instant arbitré par une femme, un match d'hommes arbitré par une femme en championnat de France masculin. Je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas ce qu'elles font. Il faudrait voir, quoi. Il faudrait voir un match féminin arbitré par un homme et un match masculin arbitré par une femme. Il y a quand même plus de contacts chez les hommes et donc du coup qui sont laissés sans faute. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier match de la France? Quels ont été vos ressentis et émotions? Pour moi, c'est le meilleur match de l'équipe de France. Je pense qu'ils ont produit pendant la Coupe du Monde face aux Américaines. Elles auraient pu gagner, encore une fois, si le pénalty avait été sifflé. Mais en même temps, comme les Anglaises l'ont raté, le pénalty. Je pense malgré tout que les Françaises, elles ont manqué de réalisme au niveau des buts. D'ailleurs, il y a eu très peu d'occasions de but des attaquantes. Donc, il manque quand même des buteuses. Encore une fois, le seul but qui est marqué en quart de finale, c'est l'arrière. Donc, c'est un peu dommage, ça. Alors pourquoi, on ne sait pas, mais c'est vrai que généralement dans ces tournois, le pays qui reçoit, normalement, il ne peut pas rencontrer l'équipe tenante du titre avant la finale. Donc les groupes sont ainsi faits. Pourquoi là ça a été fait différemment, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui a fait que? En tous les cas, elles auraient normalement dû ne rencontrer si elles étaient passées. Or, là, elles étaient passées jusqu'en quart. Normalement, si elles étaient passées jusqu'en finale, c'était les Américaines qu'elles auraient dû rencontrer en finale et non pas en quart de finale. C'est comme ça. Là, cette Coupe du Monde, c'était la première fois que vous regardiez vraiment du foot côté féminin? C'est complètement la première fois que je regardais du foot féminin. Et en même temps, en fait, il a fallu pas grand-chose pour qu'on s'y intéresse autant qu'on soit prise au jeu de la même manière que pour une équipe masculine, quoi. C'est ça qui est surprenant parce qu'il y a eu un engouement, mais naturel comme ça. Alors, de quoi ça vient? Est-ce que c'est grâce aux médias qui ont fait en sorte qu'on voit les matchs et pour que ça prenne comme ça, je sais pas comment la mayonnaise a prise, mais elle a prise, mais vraiment très très bien. Ouais, non mais c'était la première fois aussi parce que c'est rarement télévisé ou sur des chaînes qu'on ne voit pas. En tous les cas, moi j'ai regardé en même temps quelquefois des matchs en zappant des matchs féminins. Et donc des bleus E et des matchs masculins des bleus E, les jeunes. C'était plus intéressant de regarder les bleus E que les bleus E, parce que les bleus E, c'était très physique, il y a très peu d'invention. Donc là, moi j'étais vraiment agréablement surpris, alors que j'avais un petit a priori quand même au départ. J'espère qu'il y a plein de gens qui pensent comme vous. Je pense que c'est le cas d'ailleurs. Je pense qu'il y a plein de gens qui voulaient pas du tout regarder du foot côté féminin en disant que c'était pas intéressant, que les filles c'est plus nul, c'est plus faible, qu'elles sont moins techniques, moins... Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont pris au jeu. Et puis en plus, on n'a jamais autant regardé TF1. Moi j'ai aussi souligné que tu m'as jamais autant parlé de foot. À moi. Tu m'envoyais des textos pour me parler de foot. Il a fallu attendre quand même qu'il y ait du foot féminin, entre guillemets, du foot d'équipe féminine pour que tu m'envoies des textos sur le foot. Et c'est cool. Pour cet épisode, j'ai réalisé une interview téléphonique avec Mélissa Plaza, une ancienne joueuse de foot professionnelle ayant réalisé une thèse sur les stéréotypes de genre dans le sport. Mélissa transmet désormais ses connaissances sur les questions de genre via des formations et des conférences. Le 9 mai dernier, son livre « Pas pour les filles » est sorti.
Elle y retrace les violences subies durant son enfance, sa passion pour le foot, ses sélections en équipe de France et ses différentes blessures qui l'ont poussée à arrêter sa carrière. Pour commencer, à quel âge et comment vous vous êtes prise de passion pour le foot? J'ai commencé très tôt le football. Je pense qu'à l'âge de 3 ans, j'ai des photos de moi où je joue déjà comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de raison particulière, mais j'ai eu une appétence assez naturelle pour le ballon rond et puis ça m'est resté. Mais avant de pouvoir m'inscrire en club, il y a eu un laps de temps assez important puisque j'ai en club à l'âge de 8 ans. Donc avant ça, on a essayé de me réorienter vers d'autres activités dites plus féminines. Donc j'ai fait du patinage artistique sur une seule séance parce que ça m'a pas convenu du tout. Et puis j'ai fait un peu de roller et pas mal de courses d'endurance, notamment pour les crosses pour le collège, durant mes jeunes années, on va dire. Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours en tant que joueuse de foot? Alors j'ai commencé au club de Saint-Pierre en Faucilly qui à l'époque avait une section de joueuses, ce qui était assez étonnant parce qu'il y en avait très peu. On évoluait d'ailleurs dans un championnat exclusivement masculin. Ensuite, j'ai poursuivi au club d'Armage pour 2 saisons. Ensuite, j'ai intégré la section sport-études de Tours. J'ai joué pour le club de Tours 1 année. Et ensuite, j'ai rejoint pour 6 ans le club de l'ESO, donc à La Roche-sur-Yon, dans lequel je suis également entrée en sport-études au lycée Pierre Mendès France à La Roche-sur-Yon. Et puis ensuite j'ai été appelée à Montpellier. J'ai joué 4 saisons pour le Montpellier Hérault. J'ai ensuite été appelée à Lyon où j'ai évolué 2 saisons. Et j'ai terminé ma carrière professionnelle à Guingamp où j'ai évolué une demi-saison. À quel moment vous avez pris conscience que les filles et les garçons étaient traités différemment dans le foot? Très tôt en fait, on va dire que dès la plus petite enfance, j'ai compris que j'avais pas forcément ma place sur le terrain, en tout cas que j'étais pas la bienvenue. Donc les garçons à l'école, ils acceptaient rarement de nous laisser jouer, ou en tout cas de me laisser jouer, puisqu'à l'époque j'étais la seule fille. Il fallait toujours beaucoup négocier et puis surtout beaucoup prouver. Donc très tôt, je me suis aperçue de ça, et puis il y a eu très vite des remarques sexistes, alors que je conscientisais pas comme ça à l'époque, mais en tout cas, j'ai eu des on joue contre une équipe de filles, c'est bon, on va gagner, ou t'es qu'une fille, donc t'es nulle, non, tu joues pas avec nous. Donc ça se résumait à ça. Et puis après, ça a continué, bien entendu, dans le contexte sportif en club. Les remarques sur nos performances, qui étaient rarement sur nos performances d'ailleurs, qui étaient plutôt sur le fait qu'on soit jolie ou qu'on soit féminine ou pas assez féminine, sur tout ce qui concernait autre chose que nos performances footballistiques. Donc même en tant que joueuse professionnelle, vous faisiez face à beaucoup de remarques sexistes? Oui, surtout en étant joueuse professionnelle, et puis on s'aperçoit très vite que c'est insidieux. En fait, c'est pas forcément que des remarques ou des attitudes sexistes ou misogynes, c'est aussi des traitements différenciés en fait. On s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens humains, financiers, matériels mis à disposition. Donc on est toujours relégué au second plan, souvent la dernière roue du carrosse. Donc on nous donne ce qui reste de chez les garçons, et en l'occurrence il reste rarement quelque chose. Donc c'est aussi dans tous ces comportements que finalement la discrimination elle était présente. Et justement, vous parlez de dernière roue du carrosse. Dans votre livre, vous expliquez qu'à 20 ans, vous êtes devenue joueuse professionnelle. Vous avez rejoint l'équipe de Montpellier qui était en D1 et vous gagnez à l'époque 400 € par mois. Dans votre livre, toujours, vous comparez votre salaire à celui des joueurs de D1 de Montpellier qui, eux, gagnent 40 000 € par mois, si je ne me trompe pas. Pourquoi la professionnalisation du foot féminin a mis autant de temps à se mettre en place, selon vous? De toute façon, elle n'est pas encore en place, parce qu'officiellement, on signe pas des contrats professionnels, mais des contrats semi-professionnels, puisqu'on signe des contrats fédéraux. Ces contrats fédéraux, c'est des contrats qui sont signés chez les garçons au 4e, voire 5e, 6e, 7e niveau en dessous de la Ligue 1. Donc à titre de comparaison, en fait, on n'est pas du tout traité de la même façon. Et moi, à l'époque, effectivement, ce premier contrat fédéral, je le signe pour 400 € brut mensuels.
Donc vous pouvez faire le calcul, hein, mais c'est forcément 100 fois moins que les garçons. Donc l'écart était abyssal. Et puis les primes de match aussi traduisaient finalement cette différence de traitement salarial, puisque 80 € de prime de victoire, alors qu'on était sur le podium de la D1 féminine, c'était quand même assez aberrant. Donc mais aujourd'hui encore, même s'il y a des clubs où les femmes sont très bien payées, il y a aussi beaucoup de clubs où elles ne sont que très mal payées ou sous-payées ou pas du tout payées ou défrayées et pour qui le quotidien est très difficile en fait. Et vous pensez que c'est en train d'évoluer justement ce paiement des joueuses ? Ça a évolué puisque aujourd'hui dans certains clubs les filles sont extrêmement bien payées, mais seulement dans certains clubs. Donc ce qui crée des différences énormes et ce qui crée un championnat beaucoup moins attractif, puisque forcément quand vous avez des joueuses qui sont professionnelles, très bien encadrées, qui bénéficient de structures on va dire qui bénéficient de bonnes structures ou de bonnes infrastructures, c'est toujours plus facile d'évoluer dans ces conditions-là que quand on n'a ni les moyens et ni la reconnaissance. Donc forcément le championnat en pâtit, on a des scores complètement dingues avec des 11-0, des 10-0 et c'est intéressant pour personne en fait, à la fois pour celles qui prennent des raclées, à la fois pour celles qui mettent des raclées et puis à la fois pour toutes celles et ceux qui assistent à ces raclées. Et je pense qu'on aurait tout à gagner que de professionnaliser officiellement toutes les joueuses. Et le premier pas, ce serait de les rattacher à la Ligue professionnelle de football, puisqu'aujourd'hui elles sont rattachées à la Ligue amateur et ça reste le principal frein en fait, je pense. Dans votre livre, vous évoquez le manque de sororité et le manque de conscientisation concernant les questions sur les disparités de genre au sein du foot, même de la part de vos coéquipières. Au-delà des comportements sexistes qu'on intègre toutes, est-ce que c'est pas un risque pour sa carrière de prendre position contre certaines discriminations ? Si, bien sûr que c'est jamais facile de prendre position et je m'aperçois aujourd'hui que toutes celles qui sont sorties du milieu œuvrent pour plus d'égalité, pour plus plus d'égalité dans le monde du foot et surtout je constate qu'en sortant du foot, beaucoup d'entre nous prennent clairement des positions féministes, ce qui n'était pas le cas à l'époque où on était dans le milieu. Parce qu'on sait très bien que cette place-là, elle est précaire, que on peut être balayé d'un revers de main parce qu'on a dit un mot de trop ou parce qu'on a osé dire que c'était pas satisfaisant. Donc la seule façon pour nous, pour elle en tout cas, d'avoir une place dans ce milieu-là pour l'instant, c'est de se taire et de se contenter de ce qu'on leur donne. Et pour l'instant, ce qu'on leur donne, c'est pas grand-chose. Donc malheureusement, oui, on en est là. Pour autant, dans votre livre, vous expliquez que c'est plutôt les jeunes joueuses qui vous soutenaient quand vous preniez la parole contre la domination masculine. Est-ce que la nouvelle génération de joueuses est un peu plus conscientisée que les anciennes générations ? Non, c'était pas tellement ça dans le livre que je disais. C'était plus dans ce que je vivais en termes de harcèlement dans certains clubs. C'était plutôt les jeunes qui prenaient position. Donc, je suis pas trop dans l'optique de dire que les jeunes générations sont forcément plus sensibilisées à ces questions, plus féministes, plus affirmées politiquement. Je crois qu'en fait ça varie encore selon les individus. Donc vous avez des gens très impliqués, très impliqués politiquement, d'autres qui sont totalement apolitiques et qui veulent pas prendre de position. Et alors, sauf évidemment ce qu'on observe là actuellement sur le climat et sur tous ces jeunes qui se mobilisent, mais en tout cas dans le football, j'ai pas l'impression que en tout cas en France, que les joueuses soient très affirmées sur le plan politique. Est-ce que vous avez connaissance d'une politique de féminisation des joueuses de foot par laquelle on attend des joueuses de foot qu'elles correspondent à certains critères de féminité ? Alors moi, j'ai pas connaissance de ça. Je sais que d'autres personnes m'ont rapporté avoir ouï dire ça, donc ça fait beaucoup de suppositions et beaucoup de on-dit, mais je pense que c'est plus insidieux que ça en fait. C'est pas forcément des lois explicites. Vous signez une charte de féminité absolue qui n'est pas négociable. Je pense que c'est avant tout une ambiance, un discours ambiant qui prend plus la forme de compliment quand les joueuses sont féminines. Alors on va leur dire ah oui, elle joue bien celle-là, en plus elle est jolie, ou
ah c'est bien, tu restes féminine, etc. Donc c'est plus sous forme, à mon avis, d'encouragement que officiellement d'ordre très clair et très explicite sur cette nécessité absolue d'être féminine en toutes circonstances, y compris sur le terrain, alors que c'est pas forcément un lieu qui s'y prête, ou en tout cas un exercice qui s'y prête. Et dans votre livre, justement, vous parlez à un moment d'une campagne de communication à laquelle vous avez participé, dans laquelle vous avez été glamourisée et hypersexualisée. Est-ce que ça, c'est pas une manière justement de féminiser les joueuses de foot? Ah bah si, tout à fait. C'est une façon de les érotiser, de les rendre plus agréables à regarder. Alors pour eux, pas pour nous évidemment, mais oui, bien sûr. Et c'est des choses qui existent encore aujourd'hui, malheureusement. Quand je vois, là il n'y a pas longtemps, une affiche pour le volley a été épinglée sur les réseaux sociaux parce que justement on était en train de présenter non pas une femme mais une paire de jambes. Donc la femme était résumée à une paire de jambes en bas résille avec des talons aiguilles qui étaient des loups-boutins. Donc c'est encore quelque chose de préoccupant, puisque finalement on n'arrive pas à résumer les femmes à autre chose qu'à des objets sexuels qui doivent être en toutes circonstances désirables en fait. Et aujourd'hui, le féminisme, il est à la mode, notamment depuis le hashtag MeToo. Est-ce que le foot féminin, il n'est pas utilisé par certains clubs, certaines marques ou certaines fédés pour surfer un peu sur la vague et pour redorer leur image? Peut-être. Néanmoins, c'est pas dit officiellement comme ça. Vous savez, c'est un peu comme aussi toutes ces femmes alibis qui sont dans les instances dirigeantes parce que politique des quotas, parce que ça fait bien, donc officiellement non. Mais on sait bien, et notamment au vu du traitement qui est fait à certaines équipes de femmes, que ces joueuses-là ne sont que le faire-valoir des hommes et qu'elles ne sont là que pour redorer l'image du club ou pour aller prêcher la bonne parole auprès des sponsors, donner une belle image auprès des sponsors. Donc c'est pareil, quand on parle de féminisation, qu'est-ce qu'on entend par là en fait au-delà du fait d'avoir une représentation plus importante des femmes, le terme de féminisation, il est souvent associé à tous les stéréotypes qui sont associés à cette féminité, c'est-à-dire on féminise les instances parce que c'est bien, parce que les femmes sont plus empathiques, parce que ça change tout, etc. Mais on en revient toujours au même point, c'est-à-dire qu'on essentialise les différences, qu'on pense que les femmes et les hommes, parce que ils sont biologiquement différents, sont forcément en termes de personnalité différents, forcément des compétences professionnelles différentes, et aussi on pratique le football de manière différente, et ce qui est complètement aberrant. Je pense que c'est archaïque d'avoir ce mode de pensée. Et pour finir, pour quelles raisons vous avez décidé d'écrire ce livre? Il y a plusieurs raisons. La première, effectivement, c'était une raison extrêmement égoïste, puisque j'avais besoin un petit peu d'écrire tout ce que j'avais sur le cœur depuis longtemps. J'avais des choses dont j'avais jamais parlé jusqu'à présent, sur lesquelles j'étais restée très pudique en conférence, et sur lesquelles j'avais le besoin de revenir, pour pouvoir tourner une page, en fait, simplement, une page sur des événements assez douloureux de mon enfance ou de mon adolescence. Aussi des objectifs pour transmettre des messages, en fait, des messages d'émancipation, pour inviter les gens à être plus libres, à oser devenir les personnes qu'ils ont envie d'être, à oser entreprendre leurs rêves, à oser faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie simplement. Et puis des messages évidemment d'égalité. J'avais envie d'inspirer les gens à agir à leur échelle par des actions concrètes en fait, parce que en donnant à voir des histoires, des parcours, on inspire les autres. On inspire les autres pour ne plus reproduire des erreurs ou pour au contraire aller vers le mieux. Donc c'était avant tout des messages quand même optimistes, que je voulais optimistes. Je voulais pas seulement faire des constats aberrants sur des situations qui ne devraient plus exister en 2019 ou en 2018, mais aussi dire que c'était possible et qu'on pouvait le faire tous et tout ensemble, femmes et hommes confondus. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Pour clore l'épisode, je vous propose 2 extraits du livre Pas pour les filles de Mélissa Plaza. Alors, dès que j'en ai l'opportunité,
je m'attache à faire voler en éclats la présomption d'incompétence qui pèse sur moi et sur toutes les autres joueuses. Lorsque certains expriment, par exemple, une envie machiste de se mesurer à moi alors même qu'ils n'ont jamais dépassé le niveau régional, je ne les déçois jamais. Dans ce cas, je ne fais preuve d'aucune indulgence physique ou technique. Je m'applique à ce qu'ils gardent une trace impérissable de cet affront, jubilant chaque fois que je marque d'une frappe rageuse. Bien sûr, l'engagement qui m'a jusque-là permis de m'extraire d'un certain déterminisme social ne relève pas encore d'un féminisme conscient. Mais celui-ci se forge peu à peu. Mon intérêt pour les stéréotypes de genre et mes travaux de recherche me pousseront bientôt à porter un regard acéré sur les rouages d'un système bien huilé, où les dominants s'attachent à le préserver et les dominés tentent, tant bien que mal, de se préserver. Peu de temps après mon accident, le club convoque quelques joueuses qui ne semblent pas choisies par hasard. On nous propose, à l'instar de certains joueurs, de poser pour la visibilité du club. Ce que nous acceptons toutes. L'idée ne peut que me plaire, et j'adhère au projet, heureuse de soutenir l'image du club. À la demande du photographe, Andrea enfile un débardeur que la maquilleuse humidifie sur le devant à l'aide d'un brumisateur et tient une gourde dans la main comme si elle s'apprêtait à s'arroser le torse. Entre l'effet t-shirt mouillé et la pose qui met en valeur ses seins, le rendu est très sexy. Oda, pourtant très pudique, n'échappe pas non plus à la sexualisation de son image. Assise, petit sourire en coin, elle doit remonter sur son mollet une chaussette de football comme elle enfilerait un bas. Pour ma part, je suis très mal à l'aise depuis qu'on a décidé de descendre mon short un peu plus bas sur mes hanches pour que mon tatouage soit apparent. On m'a par ailleurs incité à retirer mon soutien-gorge en amont. Dans un premier temps, je ne dois garder que mon t-shirt, afin que ma peau ne soit pas marquée lorsqu'il faudra poser nue. Je me plie à la demande, mais la perspective de m'exposer ainsi, seins nus, alors que je suis encore très complexée par ma poitrine, m'incommode. Je soupçonne à ce moment-là que les joueurs n'ont pas été soumis au même traitement. Les poses qu'on me fait prendre sont très suggestives. Sur le moment, je ne mesure d'ailleurs pas à quel point. Je me souviens très bien du moment où j'ai découvert les affiches en 4x3 sur les murs de la ville. La chaussette remontée d'Oda prend tout son sens avec la mention « Samedi soir, prendre du plaisir ». La photo d'Andrea illustre au sens propre comme au figuré l'expression « mouiller le maillot ». Pour ma part, le slogan est sans appel. Samedi soir, marqué à la culotte. Voilà, c'est la fin de l'épisode. À défaut de twerker est un hors-série du podcast L'Olympiade femelle, qui s'intéresse au féminisme au pluriel et au sport au pluriel. Je remercie l'équipe de Podcut, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Bisous!